Bonjour, bienvenue pour ce nouvel opus de Parole de Dev. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'IBM France Lab, à quelques pas de la Porte d'Italie, et je suis avec Philippe Laborie. Philippe, tu es développeur et chercheur au sein du Lab IBM, et on va aborder aujourd'hui un sujet passionnant, en tout cas moi qui m'intrigue, et stratégique pour beaucoup d'entreprises, entre autres l'utilisation d'intelligence artificielle pour solutionner des problèmes complexes, et plus spécifiquement grâce à l'optimisation combinatoire ou la programmation par contrainte. Je vous disais donc que nous sommes en direct du lab. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes localisés en France. Donc là, nous sommes à Paris, donc à 2 pas de la Porte d'Italie. Mais nous avons aussi des bureaux à Sophia Antipolis, à Pornichet et à Toulouse. Donc le lab en France, le lab IBM, c'est 650 personnes, un peu plus de 300 développeurs, une centaine de PhD, dont tu fais partie, Philippe. Et en fait, nos métiers, c'est tout ce qui concerne la business automation avec des moteurs de règles évolués, des outils d'optimisation dont on va parler aujourd'hui, des produits utilisant de l'IA dans le domaine de la santé, entre autres en partenariat avec Guerbet pour la détection du cancer du foie, enfin l'aide à la détection des cancers du foie et des pathologies autour du foie et de l'imagerie. Et puis aussi des outils de développement sur les plateformes Z, dans lesquelles nous avons insufflé de quoi rendre ces systèmes DevOps friendly. Voilà, donc on peut utiliser du Git maintenant avec du système Z. Et puis plein d'autres choses. Donc je pourrais vous parler aussi d'Aspera qui fait des outils de transfert de fichiers ultra rapides. Philippe, donc bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que et de te poser la question, qu'est-ce que l'optimisation combinatoire? Donc pour moi c'est une grande question. Je pense qu'on va avoir des réponses sympathiques. Est-ce que tu pourrais nous dresser un rapide portrait de ton quotidien au lab, de ton équipe et des produits que vous développez voilà, l'équipe d'Optime. Oui, alors merci Sébastien. Oui, donc en fait je travaille donc au sein du France Lab dans une équipe qui regroupe à peu près une quinzaine de personnes. On est essentiellement, il y a une grande majorité qui ont fait des thèses et qui ont, disons, un statut un petit peu de chercheurs, développeurs. Et donc nous développons des outils génériques pour résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire, ou pour aider en tout cas à la résolution de ces problèmes-là. Voilà, donc mon quotidien, c'est essentiellement du développement, et puis il y a toute une partie aussi académique, on va dire, de réflexion académique, d'écriture de papier, de participation ou d'organisation de conférences. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cœur de mon travail, on va dire, de tous les jours. D'accord. Je voulais juste expliquer un petit peu ce qu'est l'optimisation combinatoire finalement. Et puis pour commencer, vous donner peut-être quelques exemples d'applications. Bah ouais, comme ça on va comprendre à quoi ça sert et puis après tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Donc en fait, alors, l'idée principale de l'optimisation combinatoire, c'est d'optimiser un ensemble de décisions qui sont interdépendantes. Et souvent, il y a un grand ensemble de décisions à optimiser et puis on va chercher à trouver on va dire des solutions optimales à ces problèmes-là. Le chemin le plus court, quoi, en fait. Par exemple, c'est un exemple d'application. Donc d'autres exemples, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en fait ces problèmes-là sont un peu partout dans notre vie. Mm-hmm. Là, je voulais focaliser un petit peu sur quelques applications qu'on a eues assez récemment, de problèmes d'optimisation combinatoire qu'on a pu résoudre avec nos outils. Alors, par exemple, c'est au niveau des ateliers de fabrication de semi-conducteurs et de traitement des semi-conducteurs. Ce qu'il faut voir, donc, ce sont des ateliers assez complexes avec des machines très complexes et des process qui sont aussi ont une grande complexité. Donc, l'idée là, ça va être étant donné un ensemble de wafers de plaques de semi-conducteurs qui doivent être traitées par ces machines qu'on peut pas démarrer et arrêter comme ça. Par l'atelier. Tout à fait, on peut pas démarrer et arrêter les machines. Et puis, donc, il y a beaucoup de combinatoires, en fait, pour savoir quand et où, sur quelle machine, par exemple, exécuter une activité. On a beaucoup de contraintes, on a des machines qui sont très complexes. Voilà, donc là, les décisions, ça va être de savoir quand est-ce qu'on exécute une activité et puis sur quelle machine, essentiellement. D'accord. On rencontre aussi ce type de problème, bien sûr, dans des contextes comme l'assemblage d'avions.
Vous pouvez imaginer qu'assembler un avion, c'est un ensemble ça représente des milliers et des milliers de différentes activités qui doivent être exécutées en utilisant certaines ressources dans les ateliers, certaines ressources humaines aussi. Donc voilà, là la problématique c'est toujours la même, dans ce type de problème-là, c'est de décider quand est-ce qu'on exécute ces activités-là. D'accord. Il y a d'autres types d'applications. Alors, il faut dire que je me focalise un petit peu sur les applications qui m'intéressent plus particulièrement, d'accord, parce que l'optimisation combinatoire est partout, on en retrouve dans la finance, dans plein de domaines. Moi, mon domaine de spécialité, c'est plutôt donc ce qu'on appelle l'ordonnancement ou la planification. Donc, c'est plutôt décider quand est-ce qu'on exécute certaines activités et déterminer un plan d'action en fait pour atteindre un objectif donné. Ok. Donc, on retrouve ça aussi dans tout ce qui est un peu robotique, plus ou moins robotique autonome. Par exemple, on a eu récemment une activité qui visait en fait à déterminer quand et quel type d'activité exécuter sur un cloud robotique qui est automatisé, d'accord, pour des expériences de biologie. Ok, donc en gros, un cloud robotique, on a remplacé l'humain par des robots qui se déplacent au milieu d'un atelier, il y a des machines de test, etc., et on doit déplacer les échantillons d'un point à un autre, voilà, tout à fait. Donc, les regrouper. Tout à fait. Donc le cloud reçoit un certain nombre de demandes qui sont des expériences à exécuter sur des échantillons biologiques qui peuvent être de différentes natures. Et puis l'idée là, ça va être d'optimiser le planning du cloud en fait. Ok. Voilà. Je fais juste une parenthèse pour ceux qui sont à distance, enfin nos auditeurs. Si vous avez une question pour Philippe, moi je surveille le chat devant moi, donc posez-moi la question, levez la main. Je peux même vous donner la parole si votre micro est activé. Voilà. Merci. Excuse-moi Philippe. Donc une autre application assez intéressante. Bon, elles sont toutes intéressantes en fait. C'est que par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais donc il y a quelques temps, il y a pas très longtemps, il y a eu donc un lander Philae qui a atterri sur une comète, Thury, enfin qui a essayé d'atterrir, mais bon, qui a quand même atterri dans des conditions un peu particulières, on va dire. Et la planification et l'ordonnancement des expériences scientifiques à bord de ce lander a été fait avec des outils donc d'optimisation combinatoire, en particulier donc les outils qu'on développe ici au France Lab. Ok. Et là, l'objectif, c'était vraiment d'ordonnancer les différentes activités de ces expériences scientifiques. Et c'est là où on s'aperçoit en fait que l'optimisation combinatoire a été très utile, c'est que comme le lander avait atterri dans des conditions très très particulières. C'est ce que tu me disais l'autre jour, et c'est là où justement j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je te laisse continuer. Oui. Du coup, c'était des conditions en fait où l'énergie disponible était beaucoup plus faible. Donc en fait, les contraintes finalement qui s'exerçaient sur l'ordonnancement, les activités à faire étaient beaucoup plus fortes. Et donc c'était là où c'était très utile d'avoir en fait un système automatisé qui permet de générer des très bonnes solutions, des très bons ordonnancements en fait. D'accord. En fait, revoir tous les scripts pour optimiser l'utilisation de l'énergie en fait. Oui, tout à fait. Alors, si on simplifie un peu les problèmes, donc parce que je voulais vous décrire un petit peu plus en détail peut-être certains types de problèmes. Là, il y a un problème par exemple qui est connu, enfin qu'en général les gens connaissent beaucoup, c'est le problème du voyageur de commerce. Donc là, on se donne en fait un certain nombre de villes à visiter. Et l'objectif, c'est de trouver un chemin, une route qui passe par toutes les villes et qui a en général la longueur minimale, par exemple. Donc ça, c'est typiquement un problème d'optimisation. Ça, c'est une des premières conversations qu'on a eues. Et en fait, quand je te parlais justement de ces outils qu'on utilise tous sur nos téléphones pour optimiser nos trajets quotidiens, entre autres en voiture, et tu m'avais dit oui, mais bon, c'est bien, mais c'est le truc le plus simple, entre guillemets, qui existe en mode d'optimisation de trajet. Et justement, tu m'avais fait un clin d'œil avec le voyageur de commerce. Donc voilà. Oui, il y a une petite différence, c'est que donc, quand on cherche un trajet d'un point A à un point B, alors c'est certainement pas un problème facile, mais on va dire qu'il y a un petit peu moins, enfin, du moins, si on regarde la théorie du problème, c'est un problème qui est plutôt d'une nature un petit peu plus simple en termes de complexité que celui du voyageur de commerce où en fait on doit parcourir un certain nombre de villes, mais on doit déterminer en fait l'ordre de parcours de ces villes. Et c'est vrai que si on regarde par exemple, si on a un problème comme voilà, le petit problème là sur mon transparent, où on a une quarantaine de villes à parcourir en France, bon,
la complexité, le nombre de la taille, on va dire, de l'espace de recherche pour trouver des solutions. Hein, si on a n villes, c'est de l'ordre de factoriel n. Donc on sent que c'est quelque chose qui explose très très vite. Exactement. Voilà. Par exemple, si on a uniquement 45 villes, et encore ça, on peut considérer que c'est plutôt un petit problème. Le nombre de chemins possibles, c'est c'est de l'ordre de 10 à la puissance 54. Donc c'est beaucoup plus, par exemple, que le nombre d'atomes sur la Terre. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée de ces problèmes un peu d'optimisation combinatoire, c'est qu'on va chercher des objets particuliers, donc là un chemin, dans un espace qui potentiellement est vraiment énorme et qui explose de manière exponentielle, on va dire en général. Donc en fait, oui, pour ce type de problème, si on regarde du point de vue on va dire négatif, il y a une grosse mauvaise nouvelle, c'est qu'en général, pour tous ces problèmes-là, si on a un problème donc, de taille donnée, en fait, on peut montrer. Il y a certains types de ces problèmes-là pour lesquels on ne connaît pas d'algorithme qui garantissent en temps raisonnable, on va dire, d'être capable de calculer une solution en fonction de la taille du problème. C'est quoi du temps raisonnable? Alors, un temps raisonnable, en théorie de la complexité, un temps raisonnable, c'est un temps qu'on caractérise par un certain polynôme de la taille du problème d'entrée. D'accord. Donc, si on a un problème de taille n, et par exemple, si l'algorithme, pour le résoudre, est dans le pire des cas en n carré ou en n cube, du moins au niveau de la théorie, c'est ce qu'on considère comme des problèmes raisonnables. Enfin, des algorithmes raisonnables. Ça ne veut pas dire qu'en pratique, ils sont raisonnables pour résoudre le problème. Ok. Mais donc, l'idée, la mauvaise nouvelle, c'est que pour ces problèmes-là, le temps de résolution, dans le pire des cas, il est exponentiel dans la taille du problème. Voilà. Donc, alors, si vous voulez, quelque part, mon travail, on pourrait le résumer un petit peu comme ça. Hein, c'est un peu Don Quichotte contre les moulins à vent, parce que les problèmes d'optimisation combinatoire peuvent être très très difficiles. Hein. Ouais. Et donc, si on part d'un point de vue un peu pessimiste, on peut se dire, de toute façon, on va pas les résoudre. Donc, et effectivement. Alors, mon travail un petit peu, c'est d'aider à développer des outils génériques pour résoudre ce type de problème. Et les résoudre le plus efficacement possible. Ok, donc réduire le nombre de moulins à vent. Alors, non, on veut résoudre le nombre maximal de moulins à vent, parce que ça, c'est le maximum de problèmes à résoudre. Hein. Okay. Mais par contre, on veut les attaquer le plus efficacement possible. Voilà. Même si, a priori, on pourrait se dire que c'est une tâche un peu impossible. En fait, si on regarde, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même pour ces problèmes-là. C'est que, en fait, même si dans le pire des cas, le temps est exponentiel, en fait, ce qu'il faut voir souvent, c'est que la difficulté du problème n'est absolument pas corrélée au nombre de solutions possibles. D'accord ? Donc, il y a par exemple des problèmes d'optimisation combinatoire dont le nombre de solutions possibles est encore plus explosif, on va dire, que celui du voyageur de commerce, et pour lequel il existe des algorithmes de résolution qui sont très très rapides, en temps linéaire, par exemple. Donc voilà, une première des choses, c'est qu'en fait, la difficulté n'est pas nécessairement corrélée à la taille, au nombre de solutions possibles. Ok. Et puis la plupart du temps, les instants des problèmes sont, on va dire, plus faciles que le pire des cas. Et puis un autre point, c'est que bien sûr, les algorithmes, alors ça fait donc des années qu'il existe de la recherche sur ces problèmes-là, hein, plus de, on va dire, une soixantaine d'années. D'accord. Et donc, il y a des algorithmes de résolution qui ont énormément progressé en pratique, pour la résolution pratique de ces problèmes. Ok. Tout à l'heure, je te disais que j'allais te poser une question par rapport à, en fait, dans le entre guillemets, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Où est-ce que vous vous positionnez, en fait ? Comment parce que l'autre jour, quand on préparait cet entretien, enfin cette discussion, ce que j'ai compris, c'est que voilà, ce sont des outils qui sont dans cet univers de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Même j'ai entendu parler de la première vague d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux juste nous préciser voilà un petit peu ce qui se où est-ce qu'on peut vous positionner, en fait, voilà, pardon. Oui, d'accord. On se situe clairement dans un domaine, en fait, de l'intelligence artificielle où on va plutôt assister l'être humain pour des tâches qui nécessitent un certain raisonnement. D'accord. Donc on l'a vu, voilà, dans ces problèmes si on
regarde par exemple le problème du voyageur de commerce. Donc il y a besoin, si on veut calculer une solution optimale, il va falloir chercher dans un espace très grand, en respectant certaines contraintes et en essayant d'optimiser un certain objectif. Donc on se situe là-dedans dans on va dire une sous-partie de l'intelligence artificielle où en fait on va chercher à assister l'être humain pour certaines formes de raisonnement sur des tâches qui peuvent être très difficiles en fait. Super. Et l'idée va être plutôt d'avoir des approches très génériques pour modéliser ces problèmes et donc pour les résoudre. Ok, merci. Pour les résoudre. Donc c'est plutôt l'idée. Oui, donc justement, un bon exemple peut-être, c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le voyageur de commerce. Alors en fait, tout ce que j'ai décrit ici, ce sont des problèmes qu'on va justement pouvoir modéliser à travers les outils sur lesquels je travaille. J'ai une question de Romuald qui dit: l'analyse des graphes est-elle en relation? Alors, on utilise beaucoup dans nos outils de théorie des graphes, tout à fait. Dans l'ensemble. Alors c'est quelque chose que peut-être je vais en parler un petit peu dans la suite, mais parce qu'on va jamais vraiment un utilisateur de nos outils n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur, donc comment d'accord, donc c'est la boîte noire. Le raisonnement un petit peu qui se fait à l'intérieur, on va prendre en entrée un modèle générique du problème, très général, et puis l'algorithme derrière va tourner sans qu'on sache forcément ce qu'il utilise, mais effectivement, derrière, par exemple, il y a pas mal de théories des graphes, entre autres, qui est utilisée, tout à fait. Ok. Oui. Donc, tu nous parlais de Sudoku. Voilà, je parlais de Sudoku, en fait, et c'était juste un petit peu peut-être pour illustrer un petit peu mon propos par la suite de ce qu'est vraiment les outils sur lesquels je travaille. Donc voilà, imaginez que vous avez une grille de Sudoku, et que, alors c'est pas le problème classique du Sudoku en fait, mais c'est vous cherchez en fait une grille qui est faisable, qui respecte toutes les contraintes de Sudoku, mais qui va par exemple minimiser la somme des valeurs sur les deux diagonales, d'accord? C'est par exemple sur mon transparent, là, je crois, les petites cases qui sont en jaune. D'accord. Ok. Donc là, voilà, on a un problème qui est formulé. Et puis, donc, on va chercher ce type de solution. Par exemple, voilà, on peut montrer qu'une solution optimale, elle a comme somme sur les diagonales de 40. On ne peut pas trouver des grilles de Sudoku faisables telles que la somme des diagonales soit inférieure à 40. Ok. Donc voilà. Donc ça aussi c'est un problème d'optimisation combinatoire, on pourrait dire, parce que ça rentre exactement dans le cadre, c'est la même chose que le problème du voyageur de commerce où, disons, on va chercher des décisions qui optimisent la longueur du chemin sur certaines contraintes, et c'est la même chose que les applications que j'ai mentionnées au tout début, en fait. Simplement les applications sont un peu plus complexes, mais l'idée derrière reste la même, en fait. Ok. Et voilà, et donc, ici aussi, en fait, si on regarde un peu la taille de l'espace de recherche, le nombre de solutions, on voit que pour chaque case, en fait, on a 9 valeurs possibles, on a 81 cases, donc c'est 9 à la puissance 81 de grilles possibles. Donc, quelque part, si on calcule, c'est quelque chose qui est proche du nombre d'atomes dans l'univers, quoi, si on voulait explorer toutes les grilles pour juste les vérifier et compter et trouver une qui minimise cette somme-là. Mais bon, malgré cela, en fait, on peut résoudre ce problème-là en je dirais quelques dixièmes de seconde en utilisant des outils d'optimisation combinatoire. Voilà. Donc je travaille dans ce cadre-là sur la résolution de ce type de problème, d'accord, essentiellement donc pour nos clients, donc c'est pas les applications, c'est pas des jeux, mais là j'instancie un peu le problème sur des problèmes très simples, mais donc c'est sur ce type de problème. Et voilà, et en particulier en utilisant un type de technique particulier qui est un peu un des cadres les plus généraux pour résoudre ce type de problème d'optimisation combinatoire, qui est la programmation par contrainte. D'accord. Donc en fait, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de formaliser ces problèmes-là. Donc j'ai dit que l'optimisation combinatoire, c'était optimiser un ensemble de décisions interdépendantes. Donc un ensemble de décisions, donc on va définir des variables de décision dans le problème. Ce sont des inconnus pour lesquels on cherche des valeurs. Et puis, comme ces décisions sont interdépendantes, en fait, on va exprimer des contraintes sur ces variables-là, qui doivent être respectées pour avoir, on va dire, une solution faisable.
Et on ne cherche pas toujours uniquement une solution faisable, mais on va aussi chercher une solution optimale. Donc finalement, on a une certaine fonction, on va dire, qu'on va chercher à minimiser. Par exemple, dans le cas du voyageur de commerce, ça va être la longueur de la route. D'accord. Ça peut s'appliquer aussi à l'ordonnancement sur la fabrication d'un avion, etc. Tout à fait, Okay. tout à fait. C'est exactement la même forme sous laquelle on va décrire le problème. Ok. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu le problème de Sudoku que j'ai mentionné là. Bah, les variables de décision, ça serait une variable, on va dire x et j pour chaque case, d'accord, hein. Donc x et j, c'est la valeur entre 1 et 9 de la case à la ligne i et de la colonne j. Okay. Donc ça, c'est la partie variable de décision. Pour la partie contrainte, on va exprimer finalement les règles du Sudoku qui font qu'une grille est valable ou pas, les choses qui doivent être respectées. Donc, alors, ce qui est intéressant en programmation par contrainte, c'est qu'on a, on va dire, un langage de contrainte qu'on peut exprimer qui est très riche, d'accord. Par exemple, ce qui est utile pour le Sudoku, c'est de dire que sur une ligne, toutes les valeurs dans une solution doivent être différentes. Ok. Oui. Donc pour ça, on a une contrainte particulière, donc que j'ai noté all different, d'accord. Et donc on va dire, voilà, on va poser une contrainte que les valeurs sur la première ligne doivent être toutes différentes. Donc on le décrit simplement. Donc, si vous voulez, c'est une contrainte mathématique, hein, pour définir le problème. Okay. Et puis, donc, si vous vous souvenez de ce qu'on cherchait à optimiser, donc on cherche ici à minimiser la somme des valeurs sur les diagonales. Donc, mathématiquement, voilà, on le décrirait sous la forme de minimiser la somme des valeurs des variables qui sont sur la diagonale. Et donc voilà, donc l'idée vraiment, c'est de décrire sur la forme mathématique le problème, d'accord. Et notre travail, finalement, une grande partie de mon travail, hein, c'est de travailler sur des algorithmes génériques, capables de trouver, d'optimiser, de trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors, donc l'outil sur lequel je travaille plus particulièrement s'appelle CP Optimizer, hein, IBM CP Optimizer. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va définir. Alors, j'ai un petit exemple que je vais montrer tout de suite après. On va définir le problème, d'accord. Dans la modélisation, on va modéliser mathématiquement le problème avec ces données. Alors ça peut se faire. On a différents dans les langages en fait qu'on préfère. Hein. Donc ça, c'est à destination de quel type de profil, hein? Je parle de l'utilisateur. C'est un data scientist. Alors, on a essayé vraiment de faire avec les nouvelles approches de nos outils, d'aller de plus en plus vers le data scientist, vers des personnes qui ne connaissent pas du tout en fait ce qui peut se passer derrière, hein, dans la résolution du problème. Okay. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé à donc donner des algorithmes de résolution, hein, qui soient robustes par défaut. Ok. Voilà. Donc l'idée, c'est que vraiment pour l'utilisateur, c'est de modéliser le problème. Alors il y a toujours une grande distance entre le vrai problème et puis la modélisation du problème, la modélisation mathématique sous la forme de variables de décision, de contraintes et de fonctions objectifs. D'accord. Donc ça reste un art, on va dire quand même, surtout pour les problèmes complexes. Je pose la question parce que pour certaines entreprises, il y a des problèmes, on va dire stratégiques. Optimiser un process, ça peut être stratégique d'un point de vue business, d'un point de vue des coûts, hein, etc. Sur le temps de fabrication d'un avion, d'un train, ou j'en sais rien. Je pense que c'est hyper important. Et donc du coup, effectivement, pour arriver à modéliser un process, définir les contraintes, etc., etc. Donc on va dire c'est un métier, quoi. Oui, c'est un métier. C'est une partie, donc il faut bien comprendre en fait les besoins du client, et puis il y a toujours un équilibre à trouver en fait entre les détails de modélisation. Okay. Mais si on va trop dans les détails, peut-être on risque d'augmenter la complexité du problème, mais donc il y a toujours un peu un équilibre. Donc c'est un modèle, ça reste un modèle. Donc okay. Voilà. Ça reste vraiment une problématique, bien sûr, de modéliser les problèmes. Okay. Mais disons que avec nos outils, on se concentre vraiment sur cet aspect donc les besoins sont plutôt en termes de modélisation et plus en termes de résolution. Bon, il n'y a plus besoin de trop réfléchir à quel algorithmique on va mettre en place pour résoudre le problème. Oui. Oh, c'est bon pour moi, merci. Donc si on prend par exemple le cas du Sudoku, le problème que j'avais évoqué, voilà juste le code qu'on a à écrire en Python par exemple, hein, pour les gens qui connaissent Python, et c'est exactement en fait la description mathématique que j'ai décrite il y a quelques minutes, hein.
Donc on va définir un ensemble de variables de décision, on va exprimer quel objectif on veut minimiser, on va définir, on va rajouter dans notre modèle toutes les contraintes de différence sur chaque ligne, sur chaque colonne, dans chaque sous-carré. Et puis à la fin, on va juste appuyer sur un bouton en fait pour résoudre le problème et trouver une solution optimale au problème. Donc c'est vraiment l'idée. Et donc mon travail en fait de tous les jours, hein, c'est essentiellement alors à la fois essayer d'améliorer un peu le langage de description des problèmes. Alors on essaie de le garder le plus simple possible, donc en fournissant, disons, vraiment les briques de base qui suffisent à modéliser des problèmes très complexes. Ok. Ça c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, je dirais peut-être maintenant que nous avons réussi à avoir un langage de modélisation qui est quand même assez à la fois simple et expressif. L'autre aspect, c'est bien sûr de travailler sur l'algorithme de recherche automatique. Et donc la manière dont on travaille, c'est que de version à version, en fait, on améliore à la fois la performance et la robustesse de l'algorithme de recherche automatique. Ok. Et donc là, sur ce graphe, en gros, c'est le temps que met l'algorithme pour trouver la solution entre 2010 et 2020. Oui, c'est une représentation en fait du ratio ou des accélérations, on va dire, de l'algorithme par défaut depuis 2010. Alors, basé sur, sachant qu'on le fait tourner sur une même architecture, hein, une même machine. D'accord. Donc on peut dire que voilà, on a, par exemple, la dernière version, on est à peu près 9 fois plus rapide qu'une version qui était en 2012-2013. D'accord. Et donc ça, c'est le résultat de vos travaux de recherche qui vous permettent d'améliorer vos algorithmes pour pouvoir justement les accélérer. Voilà, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce domaine de l'optimisation combinatoire, en fait, donc comment on résout des problèmes qui sont plutôt de nature, au moins dans le pire des cas, de nature exponentielle. Ouais, c'est vraiment très important d'améliorer les algorithmes, en fait. Plus que alors, bien sûr qu'on bénéficie de l'augmentation de la performance des machines, hein, ça, c'est clair. Mais ça, c'est un ratio qu'on va dire qui est linéaire. Si on a une machine qui est 10 fois plus rapide, on va pouvoir espérer avoir un temps de réponse 10 fois plus rapide. Oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si on améliore un tout petit peu l'algorithme, en faisant les choses de manière un petit peu différemment, en intégrant de nouvelles techniques, là on a beaucoup plus à y gagner, quoi, parce qu'on et c'est évident. Voilà. Oui, c'est évident, mais c'est vrai que beaucoup, on va dire, on a vu de grandes améliorations, que ce soit en reconnaissance d'images, par exemple en utilisant tous ces algorithmes de deep learning, machine learning, mais c'est surtout lié à l'augmentation de la puissance des machines. Bon, je sais aussi qu'ils optimisent les algos, mais là clairement, en gros, dans ce que je vois, de 2010 à 2020, cette accélération, ça a été fait sur le même hardware, et donc c'est le résultat de votre travail de recherche. Okay. Oui. En tout cas, pour ce qui est présenté là, c'est uniquement donc les améliorations des algorithmes. Mais bien sûr on bénéficie des deux tableaux, hein, bien sûr. Alors j'ai deux questions, une de Fabrice et une autre de Romuald, et en fait qui se recoupent, hein, puisqu'ils posent la même question. Est-ce que quand on parle et on en a parlé la semaine dernière, de tout ce qui est, on va dire, de quantum computing, est-ce que la machine quantique ne va pas permettre aussi d'améliorer ce type d'algorithme, enfin je veux dire de solutionner ces problèmes, puisqu'elle a cette capacité, on va dire, combinatoire, d'avoir toutes les combinaisons en instant T. Et est-ce que il y a quelque part, à un moment donné, vos travaux vont aller vers ou vont explorer les capacités de ces machines quantiques? Oui, on en est aux prémices, hein, enfin, je veux dire, du quantum. Effectivement, on est encore très aux prémices. Donc, on peut imaginer que à terme, on puisse profiter de ce type d'architecture, oui. Disons que là, même, ce qui fait la complexité finalement de ces problèmes d'optimisation combinatoire, c'est que les choses sont, comme on cherche à. Donc, ce que je disais, c'est que toutes ces décisions sont très très interdépendantes. Il y a c'est dans la manière de gérer cette interdépendance qui fait que c'est encore, je trouve, je pense,
un peu tôt pour voir d'avoir une idée en tout cas de comment on pourrait explorer ces choses-là. Il faut voir que déjà même le parallélisme ou le parallélisme massif sur les machines, pour ces problèmes d'optimisation combinatoire, on ne sait pas encore exactement l'exploiter de manière vraiment très, très efficace. D'accord. Parce qu'en gros, bon, tout dépend de tout un petit peu. C'est très difficile, par exemple, de manière générique, de décomposer le problème, par exemple, et d'exploiter du parallélisme très massif. On sait faire, on fait des choses. D'accord. Mais voilà. Donc je sais pas si ça répond aux questions de Romuald et de Fabrice, mais en tout cas, sachez que si vous avez envie d'en reparler, Philippe est accessible et de toute manière, après ce call, cette conf, vous pourrez bien sûr lui poser toutes vos questions, puisqu'il est dispo sur LinkedIn ou par email. Je te laisse continuer, pardon Philippe. Oh oui, donc, ouais, je voulais revenir un tout petit peu sur les principes de la programmation par contrainte. Très rapidement, mais en fait ce qu'il y a, c'est que, alors c'est un exemple, le Sudoku, j'aime bien l'utiliser pour expliquer ce qu'est la programmation par contrainte, parce qu'en fait finalement ça ressemble beaucoup à la manière de raisonner de l'être humain, hein. Si vous avez à résoudre une grille de Sudoku par exemple, hein, naturellement vous allez déjà avoir une approche d'explorer un arbre de recherche quelque part, c'est-à-dire d'essayer certaines valeurs pour certaines cases dans la grille, puis essayer d'avancer éventuellement, et puis de revenir en arrière en cas d'erreur, parce qu'on montre que... Tu veux dire, c'est de cette manière-là que j'essaye de résoudre un sudoku quand je suis sur mon transat en été, voilà, en vacances. Je sais, ouais. Alors, je sais pas, peut-être moi, bien que j'en résolve assez peu, mais je le ferai comme ça en tout cas, mais c'est peut-être une déformation professionnelle en fait. En tout cas, il y a un aspect qui est une recherche arborescente quelque part, hein. Et puis l'autre aspect, c'est d'essayer en fait de déduire le maximum d'informations qu'on a, en particulier pour enlever certaines valeurs dans le domaine des variables, hein. Si on a une grille de Sudoku, où en haut à gauche il y a un 8, on sait qu'on va pas essayer le 8 dans la case à côté. D'accord, c'est une évidence. Donc ça, c'est l'idée, et c'est vraiment cette idée qui est très importante en fait en programmation par contrainte, hein, c'est le filtrage des domaines. Donc dans l'arbre de recherche, à chaque nœud, une fois qu'on a pris une décision, on va essayer de déduire le maximum de conséquences de la décision qu'on a prise pour essayer d'enlever des valeurs dans le domaine des autres variables de décision qui sont clairement inconsistantes. Donc c'est vraiment les deux principes. Alors depuis, maintenant ça fait plus de 40 ans en fait que la programmation par contrainte existe. Il y a eu énormément d'avancées en fait qui sont faites, qui vont bien au-delà de ces deux techniques, mais la base reste en fait ces deux techniques là. Ok. Voilà, donc si on veut zoomer un petit peu sur mes activités, donc de tous les jours, c'est essentiellement ça, hein. C'est à la fois le design et l'implémentation à la fois du langage de modélisation des problèmes, puis développer de nouvelles techniques de résolution. On a aussi tout un ensemble, parce qu'en fait, comme tu disais Sébastien, quand ça reste un art, le fait de modéliser les problèmes, donc il y a besoin quand on attaque des problèmes d'une grande complexité, comme sont ceux des vraies applications industrielles, hein, on a besoin d'outils aussi autour des problèmes de résolution pour essayer de comprendre pourquoi les modèles se comportent plus ou moins bien, etc. Est-ce qu'il y a des différences entre le modèle qu'on a eu et puis la réalité qu'on pense modéliser. Donc il y a tout un ensemble d'outils, hein, autour du moteur de résolution qu'on développe aussi. Ok. J'ai une question de Kinga. Je vois que tu es connecté à l'audio. Est-ce que tu veux poser ta question toi-même? Je te propose de te unmuter si tu veux. C'est possible, puisque je vois que ta question. Est-ce que vous travaillez sur des algorithmes à appliquer dans la vente pour optimiser et réduire les choix des clients, j'imagine. Mais je sais pas si tu veux préciser ta question, Kinga. C'est possible. Si tu lèves la main dans le chat, je te donne la parole. Et si d'autres personnes ont des questions pour Philippe, puisqu'on arrive pas à la fin, mais presque de cette webconf, levez la main et je vous donne la parole. Donc je sais pas, Kinga, donc ta question, je sais pas si tu as compris, Philippe.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup d'applications, oui, dans la vente en particulier. Alors, je sais pas si c'était le sens de la question, mais par exemple pour déterminer des prix optimaux, on va dire, pour tout ce qui est aussi la gestion des stocks, si on parle dans des magasins, par exemple. Je sais pas quel Alors, était le je sais pas, sens. peut-être je peux imaginer aussi que je suis sur un site web marchand, que je clique à gauche, je clique à droite, on m'a profilé et que derrière on va essayer d'optimiser peut-être ou de définir exactement les produits qui m'intéressent ou enfin je sais pas. Après là c'est peut-être un autre type d'algorithme. Je sais pas. Tout à l'heure tu parlais par exemple Oui. de la banque et de la banque entre autres. À quoi servent les algorithmes, enfin vos algos d'Optime dans le domaine bancaire par exemple? Oui, mais par exemple, ça va être typiquement pour optimiser des portfolios, en fait, en fonction d'estimation de risque, de gains, etc. D'accord. Il y a beaucoup d'applications dans ce domaine-là. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Philippe? Est-ce que ça a été voilà, est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez tous compris ce qu'était la programmation par contrainte et l'optimisation combinatoire? Si vous... alors, Kinga, oui, il s'agit de rétrécir le choix pour le client, Kinga précise. Ah oui, alors, ça c'est un très bon exemple. Donc, je sais pas si c'est exactement ce que ils pensaient, mais en fait, c'est dans les problèmes de configuration. Par exemple, pour les configurations, si on veut acheter une voiture, en fonction il y a des contraintes. Hein. Si on choisit un certain type de moteur, par exemple, bon, je sais pas, il y a d'autres options qui deviennent impossibles ou possibles. Donc, il y a eu aussi des applications comme ça pour la configuration en ligne, par exemple, de produits. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc ça serait vraiment un domaine en fait où, alors là, c'est une interaction un peu avec l'utilisateur, où l'utilisateur va spécifier en fait petit à petit des contraintes sur le produit qu'il cherche à acquérir. Et comme ça, on peut le guider vers ou filtrer des choses qui sont inconsistantes. Voilà, donc c'est ce qu'Inga disait, les contraintes égales les critères du client. Effectivement, si je choisis un énorme moteur, je pourrais pas choisir les plus... Enfin, je prends l'exemple de la voiture que tu nous précisais. Si je prends le gros moteur, je pourrais pas prendre les petits trous. Exactement. Voilà. Exactement. Ok. Exactement. Donc c'est bien ça, Kinga. Donc les contraintes égales les critères du client. Oui. Voilà. Effectivement. Merci. En tout cas, sachez que, enfin, moi je vois pas d'autres questions dans le chat. Sachez que si vous avez des questions pour Philippe ou si vous avez envie d'approfondir cette discussion, tu es dispo. N'hésitez pas, je suis disponible, bien sûr. Voilà. Écoute, merci beaucoup Philippe d'avoir pris du temps pour partager avec nos followers de nos meet-up, puisqu'on a annoncé ça pas seulement à Paris mais aussi à Nice, à Lyon et à Bordeaux. Donc si vous êtes dans la région, merci de nous avoir suivis. Moi je voulais juste préciser avant de vous laisser que le 11 février à Paris on aura un meet-up, on parlera de cloud avec nos collègues maintenant de chez Red Hat sur entre autres la roadmap pour l'année 2020. Et puis je voulais vous préciser également, alors j'étais en train de rouvrir pour vous donner les dates, on va vous proposer 2 workshops, donc je sais pas si vous avez vu, pour aborder Kubernetes et OpenShift. Un dans nos nouveaux bureaux, oui, effectivement, de Paris-Saclay. Donc si vous allez sur la communauté parisienne, vous allez trouver cet atelier à Saclay. Et puis un autre atelier pareil dans nos locaux du lab ici, à côté de la Porte d'Italie, le 12 mai, où on fera la même chose, on parlera de Kubernetes et d'OpenShift et on s'amusera à déployer ça sur vos machines. Donc je vois déjà qu'il y a 44 personnes qui sont inscrites, mais si vous avez envie de venir nous voir, sachez que vous pourrez le faire donc au mois de mai. Philippe, merci beaucoup. À toutes et à tous, on a enregistré nos échanges, donc je vais travailler vite pour remettre à disposition ce webconf là d'aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres webconf. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien pour l'invitation. Merci Philippe. À bientôt tout le monde. Merci. Au revoir.